Bonjour à vous, Marc Lavoine. Bonjour, merci de m'inviter. Avec plaisir. C'est vrai que ce livre se dévore comme un film. On a l'impression de retourner dans les années 60-70 avec vous, dans un monde un peu d'insouciance, alors qu'il y a beaucoup de tristesse. On va pouvoir en parler. En tout cas, c'est l'occasion pour nous aussi de découvrir vos goûts musicaux classiques, parce que c'est vrai que le chanteur que vous êtes ne nous a pas donné forcément l'occasion de découvrir ce répertoire-là. Et pourtant, au programme d'aujourd'hui, c'est très varié. Debussy, Bach, Prokofiev, Barber, Smetana. C'est pas toujours gai, mais c'est peut-être... c'est rarement gai, la musique. Oui, si. Pour vous, c'est rarement gai? Oui, je pense que la musique a un langage quand même mélancolique. Sauf peut-être le jazz qu'aimait votre père, il voulait devenir trompettiste, non? Oui, mais enfin, vous savez, quand vous regardez le répertoire des New-Yorkais, enfin des jazzmen de l'époque, soit Bix Beiderbecke, Stussy Singleton, tous ces gens, Armstrong, leur musique vient est lancinante. Il y a une douleur lancinante dans le jazz qu'on transgresse pour faire naître une forme de joie autour du foyer de la mélancolie, et dans le monde de l'esclavage, dans la discrimination, les gens qui souffrent de discrimination parce qu'ils sont ou autistes ou ce qu'on veut, il y a du rire. J'ai vu ça au Téléthon, j'ai vu ça aussi au Resto du Cœur. Avec les papotins aussi. Exactement, il faut rire. Le rire, c'est une arme. C'est comme une toile de Picasso. C'est fait pour lutter contre l'isolement, contre la servitude. Et le rire, on le voit aussi avec Chaplin, avec tous les grands qui nous ont fait rire et pleurer en même temps. Moi, j'aime beaucoup les artistes comiques grâce et à cause de ça. C'est leur pudeur à ne pas nous faire pleurer, mais à continuer à vivre. Le rire, c'est la vie, quoi. Alors, on va rire et pleurer aujourd'hui. On va commencer avec Prokofiev. Mais d'abord, cette question. Marc Lavoine, vous dites être chanteur depuis toujours, que vous chantiez déjà dès l'âge de 3 ans, c'est vrai ? Oui, je pense pas qu'on devienne ni chanteur, d'ailleurs, ni acteur, peut-être acteur, c'est peut-être une décision qu'on prend, mais j'ai l'impression qu'on est ce qu'on devient. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui est de l'ordre du non-choix, hein. C'est quelque chose qui nous appelle, ça peut être l'église, ça peut être une idéologie, et puis moi ça a été plutôt les artistes, le monde de la création et de la création collective. Vous chantiez quoi ? N'importe quoi. Je pouvais aussi murmurer, inventer des chansons. Quand j'étais petit, je me berlinais dans mon lit. C'est un mot qu'on a inventé avec ma mère. C'était une incantation. Je basculais d'avant en arrière dans mon lit assis en tailleur en écoutant les avions qui décollaient. Et je fredonnais des chansons. Je composais des chansons ou alors je reprenais les chansons que j'écoutais chez moi, c'est-à-dire des fragments de Brassens, de Trenet, de Barbara, de Gainsbourg ou de Ferret. Prokofiev, Pierre et Leloup, j'imagine que vous l'avez entendu la première fois dans la version de Gérard Philippe. Exactement, j'avais le vinyle à la maison, nous avions le vinyle, on avait plusieurs vinyles d'histoires qu'on nous racontait sur les lettres de Montmoulin, racontées par Fernandel. C'était des grands acteurs qui racontaient l'histoire, comme aujourd'hui d'ailleurs, souvent ça arrive. Et cette version en vinyle de Pierre et Leloup qui faisait peur, c'est vraiment un univers incroyable, parce que la voix de Gérard Philippe était l'acteur préféré de mon père. Donc, en plus acteur communiste, je crois. Voilà, également. Votre père était communiste. Et alors donc c'était l'acteur préféré de votre père, et donc vous l'écoutiez. J'étais pas seul, hein, avec mon frère, parce que sinon j'avais trop peur de l'écouter seul. C'est vrai. Et c'est mon frère qui m'accompagnait, qui me surveillait pendant que j'écoutais, les yeux fermés parfois, avec frayeur. C'était extraordinaire. Et puis on avait d'autres, on avait la chef de Monsieur Seguin, on avait plein de disques comme ça, dont les musiques étaient souvent classiques et les acteurs formidables. Marc Lavoine, votre mère, semble-t-il, aurait voulu être danseuse étoile. Oui. Et comprendre aussi ce qui lui est arrivé, parce qu'on sent bien qu'elle est perdue toute votre petite enfance. On sent que c'est quelqu'un qui se laisse prendre par la vie. Ouais, c'est une génération qui a été quand même coincée entre la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et puis ce qu'on appelait les événements, pour masquer le mot guerre, l'Algérie, qui a été une guerre absolument épouvantable. Et tous les gens qui me parlent du livre et qui ont fait l'Algérie, soit ils étaient à la CGT ou communistes au PTT, ou bien simplement l'armée de conscription, ou même des militaires engagés qui savaient faire donc la guerre, m'ont dit, après avoir lu le livre, que les cauchemars leur reviennent, et que surtout, c'est en 56-57, c'est épouvantable. Donc c'est vrai que les gens sont, c'est ce que je dis, mon père est mort en Algérie, et il a vécu en France jusqu'à l'âge de 72 ans, mais il est mort là-bas, d'une certaine façon. Oui, parce qu'il est revenu muet. Voilà, muet pendant 2 ans, et ensuite sous la respiration artificielle de la poésie,
de Neruda, de Gauguin, de tous les poètes et tous les artistes qu'il faisait vivre, les grands cinéastes italiens, et puis surtout les femmes. Et l'humour aussi, quand même. L'humour, bien sûr. Ouais. Et puis les femmes, c'est vrai que les femmes lui ont donné cette chance de pouvoir encore respirer et d'écrire son film. Il a écrit ses dialogues jour après jour. Il s'est laissé... il a construit quelque chose de formidable, qui me semblait être presque un mensonge ou quelque chose d'enjolivé, et qui finalement ressemble beaucoup plus à... Je pense que le monde a plus menti que lui, ou a plus enjolivé les choses que lui. Belle façon de voir les choses. L'aria de Bach, qui est cette tirée de cette suite orchestrale en ré majeur de Bach, fait partie des œuvres que vous vouliez nous faire entendre. Oui. Moi, je le mettais du côté de votre mère. C'est-à-dire que les chanteurs d'une époque ont appris à des jeunes comme moi qui ont quitté l'école à 15 ans à aimer le classique. Ça a été le cas pour Gainsbourg, ça a été le cas pour des groupes anglais aussi qui reprenaient des suites d'accords, des harmonies qui appartenaient au domaine du classique, auquel j'étais pas tellement appelé au départ. J'étais pas invité vraiment naturellement d'aller vers cette musique-là. C'est grâce au Oui, parce que chez vous, c'était plutôt chanson française. Ou jazz beaucoup. Mon père, et puis chanson française. Et ma mère écoutait un peu de classique, mais c'était plus timidement, comme elle était chrétienne timidement dans la famille communiste. Le classique était un peu timide comparé à Nougaro, aux autres qui hurlaient dans le salon. En revanche, les Gainsbourg et les Ferrat, les Ferret et les groupes anglais m'ont apporté cette poésie française d'Aragon ou des autres, et puis en même temps la musique classique de Ravel, de Chopin, et aussi donc de Beethoven, etc. Et là, c'est les groupes pop qui m'ont emmené à écouter les versions originales. L'air de la suite orchestrale numéro 3 en ré majeur de Bach, interprété par Yehudi Menuhin au violon. C'est fou, là. C'est comme quand on boit un grand vin. Vous allez chez Romani, quand il part, ou dans les grands bordelais, vous buvez du vin avec quelqu'un, vous avez pas tout à fait le même goût dans la bouche, mais vous avez une émotion commune, une sorte de foi commune, qu'on soit chrétien ou pas, qu'on soit païen. D'un coup, il y a un bien commun qui se crée. Et je reviens de Londres, là où j'ai enregistré des orchestres symphoniques pour un disque que je vais sortir bientôt avec Cœur de Pirate et Béatrice et Arthur H, un trio, que ça fait 7 ans que je travaille sur ce projet. Nous étions à Londres pour enregistrer, et dès que le chef d'orchestre lève la main et qu'on sent que tout l'orchestre, avec les corps, les contrebasses, les cellos, les violoncelles se mettent à jouer ensemble, il y a quelque chose de divin qui se passe. Pour raconter ce bout de vie, l'enfance, mais jusqu'à aujourd'hui, l'enfance en tout cas en banlieue parisienne, à Wissous, c'est ça ? Wissous, je disais Wissous, mais non, c'est Wissous. Il fallait payer Wissous pour passer par là, je crois, historiquement. C'est une petite... c'est bloqué, c'est coincé entre les pistes d'Orly, la prison de Fresnes et les halles de Rungis. C'est sympa. Et c'était vraiment magnifique. Avec ses parents qui étaient assez ordinaires, et à la fois dans ce côté ordinaire, il y avait quelque chose de la vie qui transparaissait très clairement. Ils étaient ordinaires, mais c'était un peu des gens bohèmes déjà au départ. Hein. C'est vrai que mon père faisait du jazz dans un groupe, il jouait du saxophone. J'ai des photos, j'ai retrouvé pas mal de photos de lui, parce que je travaille sur l'adaptation pour le cinéma, donc je me documente sur mes parents et sur l'époque dans lesquelles ça s'est passé, parce que ça s'est passé à 3 ou 4 époques qui sont vraiment des fragments qui basculent les uns sur les autres. Hein. On passe de la réclame à la publicité pour aller vers la pub et finir dans la com. Donc c'est pas les mêmes époques, dans le même pays, sur la même banlieue, dans la même France. C'est fou parce que 50 ans d'écart, on sent que c'est pas le même pays. Il s'est passé quelque chose de fondamental. Et ces gens-là sont des gens merveilleux, parce que c'est vrai que même si on s'est trompé sur la finalité des choses, les camarades, les travailleurs sociaux, les gens dans les associations, c'est des gens merveilleux qui ont jalonné cette vie. Donc il y a peut-être au bout une forme de... On est tous un peu perdus là-dedans dans la société nouvelle, mais il y a quand même des camarades et des yeux que j'oublierai jamais, parce que ce sont des gens qui ont forgé mon existence. Ma môme, interprétée par Jean Ferrat, qui vous renvoie directement à cette enfance, Marc Lavoine, cette enfance avec un père séducteur au possible. On a l'impression que ma môme est écrite presque pour lui, puisqu'il avait au minimum 2 maîtresses, en plus de votre mère, au minimum, officiel. Ça a été jusqu'à 5. Non, il était costaud. Et il vous rendait complice, en fait, de ça, sans le vouloir, mais... C'était un enfant aussi, hein. C'est vraiment des gens particuliers, parce que c'est des gens qui étaient très cultivés. Mon père était très, très cultivé. Il avait une culture incroyable, politique et littéraire, artistique et philosophique. Et en même temps, ils avaient, peut-être sûrement à cause des guerres, gardé cette fraîcheur de vivre à l'instant. Alors la seule différence... Et ils pensaient d'ailleurs que le monde allait changer à l'instant, de leur vivant. C'était bizarre, hein. On
pense plus comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, très utopiste. Oui, aujourd'hui l'utopie est beaucoup plus réelle. Quand Mohamed Younous fait du social business avec le microcrédit, il est réel tout de suite. C'est le cas du Téléthon, c'est le cas du Resto du Cœur, par exemple, où on doit être réel dans l'année qui vient, parce que sinon ça n'attendra pas l'année suivante. Eux, ils avaient une sorte de pensée philosophique qui traînait sur changer un monde de leur vivant. C'était bizarre. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Tourner vers le bloc communiste, vraiment? À partir de 68-9, il y a des fragments, enfin il y a des fissures quand même dans la conscience. Évidemment. Et puis jusqu'à Solzhenitsyn, c'est sûr que ça va commencer à fissurer sérieux chez les intellectuels du parti. Mais à l'époque, quand même, Picasso, Sartre, je veux dire, Signoret, les artistes étaient avec ce mouvement aussi. Donc ils ont fait beaucoup de dégâts, mais enfin les communistes, c'est un peu des travestis. Ils se sont fait avoir par des. C'était les premières dictatures de gauche aussi. C'était quelque chose d'assez nouveau d'une certaine façon. On avait des monarchies un peu dictatoriales, des dictatures de droite, mais de gauche. On était plus dans le mouvement de 36 où les gens s'étaient libérés, ils pouvaient plus blairer Franco, les Espagnols venaient en France, ils se battaient, etc. Les luttes, elles étaient quand même de gauche. Je veux dire, si les femmes ont eu le droit de voter, si elles ont été... Vous voyez ce que je veux dire? Toutes ces luttes-là ont été quand même issues d'un mouvement de gauche, et puis elle a pris un virage à droite un peu après. Alors pour faire référence à votre père qui était un poète, un intellectuel, peut-être on va écouter ce poème symphonique inspiré donc d'un poème composé par Smetana, tiré de Ma Vlast, ma patrie, composé en 1874, qui évoque la nature tchèque, comme la Moldau, et qui est la principale rivière de Bohême. Je me demandais si c'était en référence justement à cet idéalisme, à cette... Je sais pas d'où c'est venu, mon frère écoutait ça toute la journée. C'est vrai? Il écoutait du classique quand il peignait. Il écoutait Deep Purple, les Stones et les autres, mais il écoutait aussi beaucoup de classiques quand il composait ses toiles ou faisait ses croquis. De temps en temps, il y avait une fiancée à lui qui venait poser à la maison. Il avait fond du jardin, il était au fond du jardin. Il avait sa chambre en dessous, enfin juste sur la pelouse, à l'étage d'en dessous. Et il avait fait un atelier, il avait des appareils photo Olympus Minolta 24-36, et puis il travaillait avec de la peinture, des fusains, avec ses fiancées qui se déshabillaient légèrement. Ça, c'était très joyeux, et il écoutait en boucle des morceaux classiques de temps en temps pour changer l'ambiance, notamment celle-ci. Peut-être que ça a aidé le geste, parce que c'est très enlevé, et ça a décrit la nature. Je pense de toute façon la musique est très inspirante quand on veut créer quelque chose. Marc Lavoine, un père qui soigne sa première mort en étant drôle et en ayant des maîtresses à tout va, une mère mélancolique, et vous qui trouvez finalement une issue après une adolescence apparemment avec quelques souffrances, une issue, c'est celle de l'échappée personnelle, c'est de devenir acteur. C'est-à-dire que moi j'ai choisi le silence parce que je pouvais pas ni contredire mon père ou le trahir, ni ne pas protéger ma mère. Donc j'ai choisi le silence, mon frère a pris des coups pour moi, ça a été mon gilet par balle. Et moi, je me suis réfugié dans le silence et je bougeais mieux dans l'imaginaire que physiquement. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec mon enveloppe. C'est difficile de l'accepter pour tout le monde, je crois. J'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui est évident. Et donc, j'avais rencontré... l'enveloppe corporelle. J'avais rencontré des jeunes autistes dans le bus. Je me mettais plutôt avec eux. Je comprenais qu'ils avaient, vis-à-vis de tout le monde, comme ça, à l'extérieur, des comportements que je pouvais avoir, moi, dans le privé. J'osais pas trop dire aux gens que je me mettais dans une petite boîte en carton au milieu de ma chambre et j'avais l'impression d'être au milieu de l'océan. Ça se faisait pas tellement de le dire. Comme les filles qui parlent avec leur bébé quand il est dans le ventre et tout ça, c'est un peu un truc fou. Et cette folie-là, elle me semblait quand même être cohérente avec ce que je pensais, avec ce que je voyais quand je regardais Picasso ou quand j'écoutais, même quand je voyais par exemple Jacqueline Maillan, Poiré-Serrault, quand je regardais des films comme Le Fanfaron, je voyais des choses à l'intérieur de ces mondes-là. Vittorio Gassman. Oui, qui était un peu mon film culte, parce que ça ressemblait tellement à mon père. Et moi je ressemblais tellement à Trintignant à côté en train de regarder l'autre faire n'importe quoi, qui sortait toujours de ces choses-là grandi, et l'autre qui à côté n'ose rien contredire d'une certaine façon. J'étais quelqu'un qui n'était pas trop pour la contradiction, mais qui vivait... Je m'isolais pas, mais je me mettais en solitude. Et dans votre solitude de boîte en carton au milieu de la chambre, Clair de lune, par exemple, de Debussy, ça irait parfaitement, cette façon justement d'être baigné dans un univers... Je crois que le clair de lune, c'est vraiment quelque chose qui soigne. Ça soigne quand on est amoureux, ça soigne quand on a du chagrin, ça soigne quand on est jaloux, ça soigne quand on va pas bien, ça nous étend, ça nous détend. Et c'est une musique absolument inouïe qui transporte tout de suite ailleurs,
dans un monde meilleur. Marc Lavoine, et alors donc vous avez choisi une petite quinte de tout. D'être acteur. Vous étiez ouvreur à l'Olympia, c'est ça? Oui, j'ai été ouvreur à l'Olympia. Et comment vous avez décidé de devenir chanteur? Non, chanteur, j'ai pas décidé. Ah non, j'ai décidé quand j'ai commencé à faire des castings pour le cinéma. J'ai eu beaucoup de chance qu'à l'Olympia, je suis rentré avec Harry Belafonte, qui c'était la première. Jean-Pierre Bacry venait de partir, j'ai pris sa place et j'ai ouvert au mezzanine en haut pour Belafonte. Et puis Patricia Cocatrix, Paulette Cocatrix m'aimait bien. Je leur ai dit que je voulais devenir acteur, donc elles ont invité Serge Rousseau à venir me faire passer des auditions dans la salle de théâtre. Ce que j'ai fait, et il m'a dit, formidable ça, on se rappelle et tout ça, et puis, je sais plus, Monique Salmon m'a envoyé chez Georges Baume qui m'a représenté, et du coup j'ai fait un feuilleton qui s'appelait Pause Café avec Véronique Jeannot. Et donc je me suis dit c'est super, premier rendez-vous, j'ai le rôle et tout ça. Et ensuite il fallait passer des castings. Moi, je savais pas du tout que ça se passait comme ça. J'étais dans ma compagnie de théâtre, ça se passait très bien, on était très collectif. Et d'un coup il fallait se battre contre son voisin pour obtenir un poste et tout ça. Et moi c'était pas mon genre. Donc j'ai arrêté et j'ai fait de la musique. Comme ça je me suis retrouvé dans un groupe, je travaillais avec un collectif, on fabriquait nos chansons. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la chanson. C'était pas une idée au départ à cause de Cobert et de Mouchkine et de Molière. Je voulais faire, et mon père me parlait de Dulin, me parlait de Gérard Philippe, du TNP, de Jean Villard. Je voulais absolument faire du théâtre. Et pas du cinéma d'ailleurs, je voulais faire du théâtre. Parce que être vedette, c'était pas tellement un but. Ce qui était intéressant, c'était d'attraper des textes de Pinter, d'aller chercher des textes d'Ibsen, de travailler sur les frères Karamazov, des trucs de Lorca, de bosser avec des gens et de prendre le rôle d'une fille, le rôle d'un garçon, changer, mettre des clous pour remettre une planche en état, etc. C'était ça qui m'intéressait. C'était plus ce que j'avais appris dans les colonies de vacances ou ce que j'avais appris au football ou même dans la cellule du Parti communiste où les rêves, ils étaient plutôt axés sur le collectif que sur l'individuel. La vedette, c'était pas du tout un objectif. La machine à fabriquer des vedettes, c'est pas terrible. Toutes mes excuses, c'est Françoise Hardy qui vous accompagnait, Marc Lavoine dans ce... Et Alain Lanty qui joue du piano on joue ensemble depuis plus de 30 ans et c'est un mec qui a aussi une façon de jouer qui me touche beaucoup. C'est rare d'entendre des gens qui jouent du piano et qui d'un coup peuvent vous accompagner sur 30 ans sans jamais vous enlacer. Vous avez une autre histoire. Pareil, Françoise Hardy, c'est une grande artiste. Ouais, et vous avez une autre histoire de pianiste, puisque vous parliez de Pierre Lanty, de pianiste qui nous conduit tout droit à Samuel Barber, puisqu'avec un pianiste, vous avez découvert cet adagio de Barber. C'était un musicien que j'avais engagé pour un disque à Los Angeles, que je vais souvent à Los Angeles pour faire des disques. J'aime bien aller là-bas. Les studios sont vintage, ils ont toujours en analogique, et ils ont gardé les studios et la maintenance qui va avec. Et donc ce garçon travaillait avec Michael Jackson et avec Stevie Wonder. Donc, deux personnages très 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 forts et très compliqués. Et tant pendant nos séances, le téléphone sonnait, c'était Michael qui appelait, Michael, pour lui demander de venir danser et écrire une chanson chez lui. Donc il partait 1 heure ou 2, il revenait. Et à chaque fois qu'il revenait, il était tellement épuisé qu'il se mettait au piano et qu'il jouait un thème que je trouvais magnifique. Et je disais, on pourrait peut-être mettre ça dans mon disque, c'est vraiment très beau, et ça me faisait pleurer. Il me dit non, mais ça appartient à quelqu'un, c'est Samuel Barber qui a écrit l'adagio pour violon. Donc j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est un thème merveilleux. Alors en plus, Samuel Barber, qui était un des 3 grands compositeurs américains du XXe siècle, apparemment n'écrivait que pour lui. Il considérait que quand il fallait composer, il fallait se faire plaisir avant tout à soi. Oui, vous pensez la même chose, Marc Lavoine? En tout cas, on a un panthéon avec un public imaginaire, des personnes à qui on veut plaire, ou en tout cas à qui on ne voudrait pas déplaire. Et c'est vrai que si on se fait rire, par exemple, ou si on arrive à trouver un sentiment sur quelques notes de musique, 2 harmonies, et puis peut-être quelques mots, alors on est content pendant une semaine. Adagio opus 11 de Samuel Barber, version pour orchestre et à cordes. C'est Jean-François Esser qui dirigeait l'orchestre de Poitou-Charentes. Et effectivement, vous le disiez, Marc Lavoine, finalement, ça a l'air de se suffire à soi. Oui, c'est-à-dire qu'en écoutant ça, on croit en Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un espace, une forme d'intemporalité, où on peut penser à une forme d'immortalité aussi. Et c'est ce qui se produit souvent quand on a mal quelque part et qu'on commence à jouer de la musique, ou pratiquer une discipline qui nous plaît, dans laquelle on s'épanouit. On a des moments où on s'échappe à nous. On est plus grand que soi, on s'échappe un peu à nous-mêmes, où on est moins
Un peu comme quand on fait l'acteur, finalement. On a plus d'humour aussi sur nous. S'oublier, c'est un peu avoir de l'humour et de la distance sur nous-mêmes. Et un peu comme on fait l'acteur. L'homme qui ment vient de sortir en livre de poche avec une très belle photo où l'on voit votre père. C'est vrai, c'est chouette de voir votre père dont vous parlez avec beaucoup de tendresse, beaucoup de recul, beaucoup d'amour. C'est pas une photo privée en plus, c'est une photo qui est sortie donc sur les murs, c'est une photo d'une agence de l'agence qui était Magnum. une photo pour une pub pour l'humanité. Voilà, une photo officielle. Ouais, c'est drôle. Et puis parler aussi d'une invention que vous avez faite. Hein. C'est votre invention. Oui, enfin, je ne suis pas le seul responsable. C'est une action collective, hein, parce que je travaille avec, c'est un cartable connecté. Dans un hôpital, un jour, je me suis rendu compte que les jeunes, les enfants qui étaient atteints du cancer ou de maladies étaient, on leur supprimait leur milieu social, ils n'allaient plus à l'école et du coup, quelqu'un venait à son chevet, mais il n'avait plus de lien avec sa classe. Donc, j'ai estimé que c'était une discrimination et on a monté un projet avec la BSF, qui est la Bibliothèque sans frontières, un groupe des associations de parents et on visite les hôpitaux de France et on essaie de monter ça. C'est pour l'instant encore un prototype. Ça va passer vraiment aujourd'hui à l'état d'objet qui est à l'hôpital Roussy, dans les écoles, qui est déjà à l'étude et qui marche déjà, qui fonctionne. Pour ne pas déscolariser les enfants, donc hospitalisés. Voilà. Un grand merci Marc Lavoine. Merci à vous.